bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier tout d'abord ceux qui me regardent, ceux qui like. Bon, du coup, il n'y a pas grand monde que je vais remercier. Qui s'abonnent, déjà pour commencer. Donc, nous allons faire aujourd'hui, comme d'habitude, sciences, technologie et écologie. Alors, nous allons commencer par quelque chose super innovant. Non, c'est vrai en plus. Vous savez, quand vous êtes à l'école, et moi ça m'arrivait souvent, bon déjà le taille-crayon est dégueulasse, hein, d'ailleurs, il taille 2 fois, et après le crayon, que la mine, vous savez, elle est en biais, donc du coup, vous n'arrivez jamais à tailler le bout qu'il y a sur la mine, vous voyez, du coup, vous cassez la mine, mais bon, c'est un calvaire le crayon à papier en vérité. Hein. Donc là, ils ont trouvé un truc super top, c'est Aeon, donc c'est neozone.org. Une start-up invente un crayon à papier à pointe magnétique, très innovant, mais surtout éternel. On peut pas l'ouvrir l'image? Il est magnifique. Donc, je sais pas comment ça marche. Eh ben, ils vont nous l'expliquer, parce que je ne comprends pas le système. Alors, crayon à papier avec une pointe magnétique. D'accord, mais comment ils laissent? Vous voyez comme quoi, des fois, hein? Alors, nous utilisons tous dans notre quotidien des stylos à billes. En général, nous en possédons plusieurs. Voire, oh putain, pour le fois, ils n'ont pas fait de faute d'orthographe. Voire de très nombreux exemplaires qui s'entassent dans un pot à crayon ou dans une boîte. Et sans même les utiliser jusqu'au bout, nous en rachetons et nous gaspillons de la matière et de l'argent. Oui, c'est vrai que les 3/4 du temps, les crayons, on laisse ça et après, je veux dire, limite même la moitié, on le jette. Rares sont ceux qui peuvent affirmer avoir vidé un stylo à billes jusqu'au bout, non. Ouais, moi. Non, je vous jure. Ouais, je vais jusqu'au bout du bout, quoi. Jusqu'à ce que je dise, merde, il écrit plus. Pourtant, je le vois que ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'encre dans le truc. Mais non, je continue. Tant qu'il écrit, il écrit. Avec l'Aeon de Stillform, vous n'aurez plus à vous soucier d'acheter des crayons. Ils viennent en effet d'inventer un crayon qui dure toute la vie grâce à une pointe en métal éternelle, magnétique et modulaire, qui écrit sur du papier. J'essaye de réfléchir. C'est pour ça que des fois je fais ça, parce que du coup j'essaye de réfléchir à comment le procédé, comment il s'applique le procédé. Ce stylo explose les précommandes sur Quickstarter et avait déjà remporté en 2016 le prix du meilleur stylo au monde. Aeon Stillform, c'est quoi? Alors, cette invention est le résultat d'une innovation très astucieuse qui rend le crayon immortel. Il est fabriqué avec une pointe en métal spéciale qui oxyde le papier. D'accord. Et qui laisse sur la feuille une traînée grise semblable à celle d'un crayon de bois ou de papier. Selon le fabricant, il vous permet d'écrire sans effort et sans fin. Ouais, mais tu peux pas effacer du coup. Et si vous le glissez, ils ont mis glisser RZ. Ouais. Dans votre poche, il ne laissera aucune trace, comme ce peut être le cas d'un crayon graphite que l'on glisse dans une blouse par exemple. Alors, comment est-il conçu? L'Aeon est conçu sur la base du format classique de Stillform. Rappelons que cette marque fabrique déjà des crayons très innovants en aluminium ou en titane. Ah ouais, d'accord. C'est un studio de design basé à Hambourg. Ah ouais, non, on se doutait que c'était pas français. Dirigé par Christophe Bauer et Martin Wagner et fondé en 2013. Le design de l'Aeon ressemble à celui des modèles qui existent déjà. Il est assez minimaliste. Bon, ça fout. 2 de ses faces ont cependant été aplaties afin qu'il ne roule pas lorsqu'il est posé sur un bureau. Oui, ce serait pas le moment de le perdre parce que du coup, il doit coûter, lui aussi, la peau des nounouillettes. Les surfaces planes sont doublées d'un luxueux plaquage en bois certifié FSC. Bon, le truc, il fait 1 mm, hein, qui contraste avec le métal. Oui, c'est vrai qu'il est très beau. Quant à alors, elle est fabriquée à partir d'un alliage étain et bismuth, ce qui lui donne l'avantage unique au monde d'écrire sans jamais s'épuiser. Avec l'Aeon, vous pourrez écrire sur n'importe quel papier ou sur d'autres surfaces, carton, bois, etc. Et comme sa pointe est éternelle, vous n'aurez plus besoin de la tailler. Alors, si la pointe métallique ne vous convient pas, vous aurez également la possibilité de la changer par une pointe en graphique modulaire grâce à un ingénieux procédé magnétique. La boîte graphique chargée magnétiquement dans l'Aeon trace des traits plus sombres, mais il est effaçable et peut être utilisé pour un effet artistique. Ah ouais, ça c'est bien.
Si l'on devait le comparer à un crayon à papier, il serait l'équivalent d'un 2H, soit non gras et très fin. Les traits de l'A1 s'effacent. Ah ouais, d'accord. Ah bah ouais, donc du coup... Alors, différents modèles. Non, c'est bien, hein. Alors, il a déjà dépassé les 150 000 €. Ah ouais. Il devrait être livré en janvier 2023. Un commentaire, vous voyez comme quoi ce type de crayon... Ah, alors ça, c'est un ingé. Donc, ça doit être un ingénieur. Vous savez, c'est son pseudo. Alors, ce type de crayon à base de métal qui laisse une trace grise, non, la mine n'oxyde pas le papier, c'est elle qui est oxydée. Vous voyez déjà? Donc le mec, il est en train d'expliquer que le mec qui a écrit l'article, déjà, il dit de la merde, parce que lui, il dit que ça oxyde le papier. Et là, le soi-disant ingénieur dit non, c'est la mine qui est oxydée par le papier. Existe littéralement depuis des siècles, ils étaient utilisés avant. L'invention de la mine graphite et une fois celle-ci mise au point, il n'y a pas eu photo. Une flopée de start-up essaie de gruger les gogos avec ça, vérifié. Ce n'est pas du tout, alors ASIC, ce n'est pas du tout innovant, cela fait des années que ça existe et en plus des tests ont été faits et c'est pas éternel. D'accord. Vous voyez comme quoi? Alors LD, et voilà, on nous prend toujours pour des imbéciles, ce n'est pas éternel, mais chez certains, la connerie est vraiment éternelle. Bon, ben, on terminera sur celui-là. De commentaire, qui est très à propos, monde de rien. Non, mais vous voyez comme quoi, des fois, il faut lire les commentaires, vous voyez? Parce que là, du coup, vous dites, oh putain, le truc, super. Et en fait, non, pas du tout, c'est connu depuis des années et puis c'est pas éternel. On continue sur technologie, point, c'est dur à dire. Le point.fr, c'est dur à dire. Allemagne, des panneaux solaires qui ne résistent pas au soleil. C'est bien, hein? Ouais. L'installation photovoltaïque d'un entrepreneur allemand ne cesse de sauter à cause du soleil, faisant perdre aux clients toute l'énergie produite. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus le soleil brille et plus l'installation photovoltaïque de l'entrepreneur allemand Jens Husmann a toutes les chances d'être déconnecté du réseau électrique. Un gâchis de courant, pourtant si précieux en ces temps de crise énergétique. Il y a des coupures tous les jours, déplore auprès de l'agence. J'ai une publicité en plein milieu. Je sais pas comment l'enlever. Déplore auprès de l'agence France Presse ce petit producteur d'énergie solaire dont les panneaux tapissent sur le toit d'une entreprise de transport à Aurach dans le nord de la Bavière. Sur les quelques 200 jours écoulés depuis le début de l'année, son installation a été coupée pendant plus de la moitié du temps. Ben, tu vas pédaler, mon chéri. Eh ouais. Le courant produit pendant ces déconnexions a été de facto jeté à la poubelle, et ce, parce que le réseau n'a pas la capacité de le transporter. L'entrepreneur pourrait fournir de l'électricité à une cinquantaine de foyers. Au lieu de cela, il n'aura pas livré la moitié de sa capacité de production d'ici la fin de l'année. Eh ouais. Et il va se retrouver dans la merde. C'est une tromperie vis-à-vis de la population, s'énerve-t-il. Son irritation est d'autant plus grande que, dans le même temps, les prix de l'électricité s'envolent dans le sillage de la guerre en Ukraine et que le gouvernement ne cesse de proclamer vouloir encourager les énergies propres en Allemagne, afin de réduire la dépendance à l'égard des énergies fossiles russes et d'atteindre ses objectifs climatiques. Il n'est pas la seule victime, les opérations de ce découplage au réseau se sont multipliées ces dernières années dans sa région, visant surtout les grandes installations photovoltaïques. Voilà. L'opérateur local NRJ, qui achète la production de Jens Husmann, est bien conscient du problème, mais n'a pas d'autre choix que d'intervenir face à la multiplication des goulots d'étranglement ou en cas de maintenance du réseau. Nous assistons actuellement, et c'est heureux, à une augmentation maximale des parcs photovoltaïques comme nous n'en avons jamais... Ah oui, c'est sûr. Mais les mecs, ils peuvent pas avoir de l'électricité. Non, mais mort de rire. Ah putain, on va avoir plein de trucs photovoltaïques et ça fonctionne. Non, non, c'est dès que ça marche un peu trop, ça coupe tout. C'est bien. Mais quand 1 à 2 années sont nécessaires à la mise en service d'un parc, l'extension de l'infrastructure du réseau, qui doit être réalisée en parallèle, dure entre 5 et 10 ans. Ah, c'est bien. Ben voilà. Et après, je vais vous parler d'un truc. Alors, je vous ai parlé de la mouche, avec ses bosses aux yeux. Je vous ai parlé des poissons qui font pipi et caca. Et après, je vais vous parler des baleines. Un truc de fou que je ne savais vraiment pas. Et que c'est hallucinant. Voilà. Les haies solaires verticales peuvent-elles équilibrer le réseau électrique? Ah oui, parce que maintenant, ils vont les forces verticales. Non, c'est bien. Ben, c'est-à-dire, disons que, ouais, ça sera moins chiant s'il y a de la grêle. Ouais, du coup, parce que du coup, quand c'est vertical... Mais bon, c'est pareil, hein, vous mettez ça, c'est horrible, hein.
C'est pas top, hein. Alors, nous savions déjà que les... Alors ça, c'est révolution-énergétique.com. Nous savions déjà que les panneaux solaires verticaux offrent de nombreux avantages, notamment dans le monde agricole. Les scientifiques allemands leur ont maintenant trouvé un autre atout. Alors, pourquoi dans le monde agricole? Parce qu'en même temps, ça sert de haie pour les animaux, pour les empêcher de partir. Leur étude prouve que des haies solaires verticales peuvent produire davantage d'électricité lors des pointes de consommation et contribuer ainsi à stabiliser les réseaux. Ouais, bien sûr, ils vont pas dire que c'est de la merde. Non, mais maintenant, ils vont nous dire qu'il faut plus aller travailler parce que du coup, comme ça, on rentre pas à la maison pour faire les tâches ménagères. Enfin, vous voyez, on met pas les lessives, les machins, le fou, voilà. Donc, ils vont nous dire, il vaut mieux rester à la maison, tu vois. Alors, malheureusement, les centrales photovoltaïques classiques, inclinées d'environ 20 à 30 degrés sur l'horizontale et orientées en général vers le sud, ont un profil de production électrique journalière et saisonnière inversé par rapport aux besoins quotidiens. Oui. Le matin et le soir le produisent peu. Ah, parce que, ouais, elles sont comme ça. Donc, du coup, il faut attendre que le soleil soit comme ça, enfin, genre comme ça, comme ça, comme ça, pour capter l'électricité, enfin, l'énergie. Que quand tu les fous comme ça, du coup, parce que c'est de ce côté, d'accord? Donc le soleil, quand il se lève, ouais, mais quand il est haut, ouais. Et après, ouais, d'accord, ouais, donc du coup, ouais, effectivement, on le capte plus. Vous voyez, on peut être blonde, hein? Alors, c'est la raison pour laquelle les scientifiques d'Anna, appliqués au Leipzig, ont étudié l'intérêt composé de panneaux bifaciaux, c'est solaire, capte les rayonnements directs et indirects. Oui, voilà, c'est ça. Pour mener à Anna, utiliser un modèle mis au point par l'université qui permet de simuler. Ah, d'accord. Oui, c'est encore une simulation. D'accord. Oui, parce qu'en fait, quand ils vous disent, ouais, on l'a testé, en fait, c'est en simulation. D'accord. Publié dans Smart Energy, le résultat de leur travail montre sans ambiguïté que des centrales photovoltaïques composées de panneaux bifaciaux verticaux sont capables de transférer la production électrique sur les périodes de pic. D'accord. Bah écoutez, ça va être magnifique. On va avoir des éoliennes de 200 mètres de haut. On va avoir des panneaux, donc sur plusieurs mètres, hein, je suppose, pas sur 30 cm, vous voyez, donc sur plusieurs mètres. On va avoir des panneaux à plat. On va avoir... Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On va avoir une belle vue, on va avoir dégagé, tu vois, c'est... Bon, on va finir sur ça, technologie. Bon, j'ai rien compris, hein, à l'article. Ceux qui connaissent, peut-être ils comprendront. Alors, un chiffrement, alors ça c'est 01net.com. Un chiffrement censé résister aux ordinateurs quantiques a été cassé en 1 heure sur un PC monocœur. La deuxième fois en 6 mois qu'un algorithme post-quantique est anéanti par un calcul réalisé sur un simple PC. Un fiasco qui démontre la difficulté de trouver des remplaçants pour nos techniques de chiffrement actuelles. Ouais, parce que c'est des théories, c'est des simulations, il y a rien de concret dans le quantique. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Le quantique, en fait, c'est ce qui permet d'aller encore plus loin dans leur théorie fantasque. Tu vois, ça, voilà, c'est tout. Imaginé par un groupe de 17 cryptographes, l'algorithme de chiffrement SYK, Super Singular Isogeny Key Encapsulation, devait nous protéger des attaques réalisées depuis les puissants ordinateurs quantiques du futur. Ouais, voilà, donc des trucs qui n'existent pas encore, grâce à des techniques mathématiques ultra complexes. Mais le procédé a finalement été cassé en l'espace d'1 heure sur un PC traditionnel monocœur. Alors, il faut lire le rapport scientifique des chercheurs de l'université KU Leuven. Ah, les connaissances approfondies dans le domaine des courbes elliptiques. Ce qui est un peu rebutant. Et ouais, c'est ça. Donc, comme ils savent qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui vont, à la rigueur, capter ce qu'ils font, donc du coup, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, dire tout et n'importe quoi, et en fait, il n'y a personne pour dire non, c'est pas bon, ou il n'y a que quand ils essayent de mettre en application une théorie, comme là, qu'en fait, on leur casse le truc. On leur dit non, non, regarde, avec mon PC dégueulasse, je peux te leur casser comment ils appelaient ça? Super Singular Isogeny Key Encapsulation. Cassé, tu l'as cassé en deux. Tu l'as éclaté au sol, le truc. En 1 heure. Eh ouais. Il estime que les cryptographes, alors lui c'est
l'un des auteurs de Skype. Il estime que les cryptographes qui planchent sur ces algorithmes n'ont peut-être pas une connaissance suffisamment approfondie des objets mathématiques qu'ils manipulent. Dans les 2 derniers échecs recensés, les attaques ont été réalisées avec des procédés mathématiques connus datant de la fin du siècle dernier. Là, les mecs, ils se sont servis de procédés mathématiques connus datant de la fin du siècle dernier pour péter leur singular recapsulation. Manque de compétences avancées. Eh ouais. Bon, ben là, j'ai fini tout ce qui est, on va dire, science, technologie. On va passer sur des trucs un peu chelous. Non, je vais les garder à la fin, les trucs chelous. D'abord, on va garder... Alors, ça, c'est un truc chelou. Voilà. On va prendre des trucs écologistes. Alors, je vais revenir sur les incendies, puisque dans ma dernière vidéo, j'en parlais. Et incendies en Gironde. Donc là, c'est 20 minutes. Des écologistes se sont-ils félicités d'avoir empêché des aménagements souhaités par les pompiers? Non. Alors, ça n'est pris aux écologistes. Ouais, mais Max Lexguy, quoi. Le mec, on dirait que c'est un pro, que c'est scientifique. Vous savez, c'est comme celui aux États-Unis là qui s'occupe, le Black, qui s'occupe maintenant des trucs de la NASA. Vous savez, de vous dire, en vérité, c'est un acteur. À la base, c'était un acteur de trucs scientifiques. Vous voyez, comme lui, mort de rire. Le mec, il fait publicité pour les brosses à dents. Il y a du fût. Non mais attendez, il y a du fût. Cette forêt qui bordait le célèbre... Ah ben oui, non mais attends. La forêt de test de bûche du feu. Ah ouais, d'accord. Un drôle de nom. Bon, en fait, de toute façon, à un moment donné, c'est que des pins. Ouais, des trucs comme ça, ou des chaînes, là. Vous savez, à Liège. Parce que moi, j'étais allé dans ces trucs-là. C'est que des chaînes à Liège. Le truc, ça flambe, mais tu sais quoi, c'est même pas la peine, tu peux pas l'arrêter, le truc, hein. Et donc, ils ont dit non, c'est pas vrai. Ces accusations ne sont absolument pas fondées. Cindy Monique de Marco, sénatrice EELV, auprès de 20 minutes. Alors aussi sur Twitter, des attaques indécentes. Député LROM, ou le maire LR, s'était aussi opposé au plan CEP de gestion déposé par l'entreprise Atanor. Alors, une intervention pour clarifier le statut de la forêt usagère. Alors, il permet à un propriétaire forestier de programmer des coupes et des travaux et, s'il est agréé par l'État, de bénéficier d'exonération fiscale. Ah oui, mais c'est normal qu'il se soit... Ben, vu le degré de corruption et de malversation et tout, c'est sûr qu'ils se sont dit, ouais, les mecs, ils vont acheter les terres, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont tout défausser, ils vont toucher des aides. Eh oui. Alors, elle avait demandé, donc qui? La sénatrice ELV avait demandé à Barbara Pompili, alors ministre de la Transition, de clarifier la situation du statut de cette forêt usagère de la Teste. Il y avait un plan simple de gestion forestière qui était déposé pour faire des coupes d'arbres et celui-ci ne faisait pas référence au mode de gestion ancestrale qui date du XVe siècle. Une gestion unique héritée du Moyen-Âge. Oh bah écoute, on a bien un truc EPR qui date de Charlemagne. Ça fait 45 millions d'années qu'on y est dessus. Je suis sûr que le Sphinx, il n'était pas construit, qu'on avait déjà en construction l'EPR. Le truc là, ça fait 15 ans. En effet, la forêt usagère de Teste de Bûche, d'une surface de 3900 hectares, une gestion unique en France, héritée du Moyen-Âge. Privée, elle est régie par un ensemble de baillettes et transactions, des textes détaillant les droits et devoirs des propriétaires d'attaque depuis 1468. Ok. Ils peuvent utiliser le bois mort de la forêt pour le chauffage et sous certaines conditions le bois d'œuvre pour la construction. Ils sont les seuls à pouvoir récolter la résine des pins, une activité qui a disparu au cours du XXe... Ah ouais, non, de toute façon, nous, il y a tout qui disparaît. Comme le remarque le rapport remis en janvier, même l'amour propre des Français, c'est que l'hôtel a disparu. En janvier 2022, au gouvernement, usagers propriétaires, veille, tac, les travaux de défense. Alors, je n'étais pas du tout contre l'abattage des arbres, ajoute Monique de Marco. Là, c'était un abattage commercial sur la parcelle de 43 hectares. Et il fallait qu'il se réfère à des règles particulières. Pour elle, le rapport a reconnu le droit des usagers, mais expliqué qu'il fallait adapter ce système. Tac. Association des droits des usagers de la forêt usagère. Là-dessus. Ah ouais, non, mais putain, mais ils vous trouvent de ces noms à coucher dehors. Avait déposé un recours usagère par les usagers. Non, mais ils auraient dû... L'association des droits des usagers de la forêt usagère des usagers. Ils auraient dû rajouter encore un truc. Non contre les travaux eux-mêmes, mais parce qu'ils n'avaient pas été planifiés dans le respect des dispositions, des baillettes et transactions. Et ouais, c'est ça.
Donc, ils vous disent, ouais, les écolos, bon, d'accord, c'est des têtes de corps. Ils ont nanana, mais en fait, c'est parce qu'à la base, ils ont fait encore un truc qui allait, bien sûr, grâce à des aides d'exonération et de machin, bah, tu sais, si vous voyez tout ce que vous avez, eh ben, fait sûrement pour eux, eh ben, ils allaient faire de la merde encore. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit non. Et après, on leur a dit, ah ouais, mais tu comprends, tu n'as rien fait, tu as empêché le truc, et c'est à cause de toi. Ah, je vous dis, ça sert toujours. À qui profite le crime? Hein? Maintenant, ils vont dire, ouais, mais c'est à cause de vous, on a perdu notre bois, il va falloir nous indemniser, vous allez voir. En parlant d'écologie, de machin et tout, ben, je vais vous mettre la photo. J'ai planté des poivrons l'année dernière. Les poivrons, fait, c'est genre, j'ai pris les graines de mes poivrons, vous voyez. Je les ai mis comme ça, à l'arrache. Eh ben, maintenant, ils sont énormes. Et j'ai déjà eu un tout petit poivron comme ça. Bon, du coup, je l'ai jeté, parce que je l'ai laissé trop, en fait, sur le truc. Et là, maintenant, j'en ai un gros. Je vais vous mettre la photo. Et devant, en fait, c'est des melons que j'ai plantés cet été. J'ai mangé du melon, j'ai planté les graines. Et ben maintenant, putain, ça s'accroche de partout, ces trucs. Oh, il faut faire attention. Ah ouais, c'est des trucs de fou. J'ai planté des graines aussi des trucs que j'ai trouvé en mal. Et ben ça aussi, ça monte, ça greffe. C'est magnifique. Je vais me faire un truc, vous allez voir. Si ça meurt pas. Ouais, parce que moi, j'ai une propension à pas avoir la main verte, je sais pas pourquoi. Bon, et là, du coup, on va passer, donc on continue sur écologie. France Info, sécheresse, la FNSEA, donc le syndicat qui est là pour détruire les agriculteurs, malgré qu'ils ne s'en rendent pas compte, alerte sur une possible pénurie de lait pendant les mois qui viennent. Eh ouais, je sais pas si je l'avais pas déjà lu, ça. Que j'ai dit que mon peu cher, le bobo écolo, créneau, cheminot, celui qui voulait que je meure de faim, il va plus pouvoir manger ses petits yaourts bio. Oh, la loup. C'est dommage, hein. Alors que la sécheresse touche la quasi-totalité des départements. Eh ouais. Mais si vous aviez pas rasé toutes les petits talus, les petits machins, là, les petits arbres qu'il y avait entre les parcelles de terre, et que vous n'avez pas fait des grands trucs, le sol il serait toujours humide, et comme je l'avais déjà expliqué. Faut pas sortir de Polytechnique, en fait, il faut juste réfléchir, c'est de la logique. Alors, on a des animaux qui sont dans les prés habituellement à cette période. Eh ben là, ils sont pas là. Voilà. Va falloir que tu te démerdes. Le ministre de l'Agriculteur, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculteur, alors, a expliqué que sur les aides, cela nécessitera une évaluation après l'urgence. Est-ce que vous aurez besoin d'une aide supplémentaire de l'État? Ben, bien sûr. Ah oui, ma foi. Et je vous dis, tous ceux-là qui sont contre les aides, hein? Ouais, il faudrait couper toutes les aides. Ben, vous verrez dans quel état serait la France. Putain. Tout le monde touche. Les médecins, les agriculteurs, eux, ils voient que les clandos. Non, non, tout le monde touche des aides, chérie. Enlève toutes les aides. Tu vas voir. Tu vas voir dans quel état se retrouve la France. Moi, ça me fait rire, ça. Alors, les fuites d'hydrogène. H2-mobile.fr. Les fuites d'hydrogène continuent d'inquiéter les scientifiques. D'après une récente étude menée par l'Environmental Defense Fund, l'organisation américaine de protection de l'environnement. Oula, ça c'est un peu comme le monde. Plusieurs mesures doivent être mises en place pour diminuer l'impact négatif des fuites d'hydrogène sur l'environnement. Vous l'avez lu déjà dans une vidéo. Il y a plein de gaz à effet de serre. Donc, toi, tu nous casses les bobos avec ton gaz carbonique, mais en vérité, il y a l'hydrogène, il y a le méthane, il y a je sais pas quoi, là, l'hydroxyde de soufre, là, je sais moi. Alors, néanmoins, les conséquences néfastes que pourrait engendrer l'hydrogène au niveau climatique sont grandement sous-estimées. Un nouveau rapport du gouvernement britannique révèle par ailleurs que l'hydrogène est 11 fois plus puissant que le CO2 durant un siècle et 33 fois plus puissant sur une période de 20 ans. Cela serait dû au fait qu'il entre en réaction avec d'autres gaz à effet de serre au niveau atmosphérique et qu'il accroît le PRG, potentiel de réchauffement global. Voilà! Je vous dis, vous prenez pour écho avec ce CO2. Ah, ça y est, vous allez le comprendre ou ça se passe comment? Non, mais c'est vrai, c'est pénible en fait. Non, mais parce qu'on dirait que je raconte, que les gens comme nous racontons de la merde. Non, non. Moi, je vous dis, le CO2,
ne participe pas au réchauffement climatique. Il est juste une conséquence. Au plus la Terre chauffe, au plus il y a de CO2. C'est tout. Alors déjà, enlève toute la pollution atmosphérique, hein, toutes les particules fines, tout ça, ce qui fait que le ciel serait plus clair, déjà. Et donc, vous savez, il vous montre le rayon, il pénètre. Ouais, parce que j'ai vu les petits dessins. Donc le rayon, il pénètre. Et après, il rebondit sur une nappe de pollution, de nuages, de ce que vous voulez, et il repart. Et il rebombe sur le truc, et il repart. Il repart plus dans l'atmosphère. Vous voyez, il fait plus haut. Donc du coup, ça chauffe. Eh oui. Mais ça n'a aucun rapport avec le CO2. C'est pas le CO2 qui fait des particules fines. C'est pas le CO2 qui fait de l'hydrogène. C'est pas le CO2 qui fait du méthane, tu vois. Regardez l'article que je vous ai lu là sur la dernière vidéo, la crise ukrainienne, là, que la Russie elle brûle son gaz, que son pétrole, je ne sais rien, fait bon, près de la frontière là-bas dans le nord. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ça va recouvrir les trucs et provoquer la fonte des glaciers. C'est ça qui provoque la fonte des glaciers. C'est la pellicule de dépôt de je sais pas quoi qui fait la fonte des glaciers. C'est pas le CO2, tu vois? Ils ont pas dit, oh putain, il y a une torchage, le CO2 va faire fondre le glacier. Non, non, ils ont dit le dépôt va faire fondre le glacier. Voilà. Alors, les scientifiques recommandent la mise en place de 5 mesures clés permettant une réduction des effets de l'hydrogène sur le réchauffement climatique. Faire progresser les recherches concernant les effets radiatifs indirects de l'hydrogène et les réactions de la température à ses émissions, en incorporant de nouveaux paramètres dans les modèles chimiques et climatiques. Modèles. Tout ce qu'ils vous racontent à la télé, ce sont des simulations. Les simulations, jusqu'à présent, ne sont jamais vérifiées. Non, non, mais je vous explique, hein. Employer des paramètres climatiques non limités à un horizon de 20 ou 100 ans, mais incluant les deux, afin d'étudier le rôle que l'hydrogène peut jouer pour atteindre les différents objectifs de zéro émission nette. Améliorer l'évaluation des taux de fuite d'hydrogène en mettant au point des technologies utilisables sur le terrain qui mesureront avec précision les émissions d'hydrogène à de très faibles seuils de détection. Inclure une probabilité de fuite d'hydrogène et une considération de leurs conséquences dans les prises de décision concernant les zones et les méthodes de déploiement de l'hydrogène et identifier les dispositifs d'amoindrissement des fuites avant la construction des infrastructures. Les impacts climatiques à court et moyen terme de ces émissions doivent être pris en compte afin d'optimiser les bénéfices climatiques du remplacement des combustibles fossiles par l'hydrogène. Eh oui, une approche scientifique visant à comprendre les effets de ces fuites et à y remédier permettra à l'hydrogène de tenir ses promesses. Eh oui. Eh oui. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est quand vous lisez ça que vous vous dites, oui, effectivement, ils nous prennent vraiment pour des courgettes. Ça, je vais le garder en dernier. Ça, c'était en dernier aussi. Ça, c'est vraiment le truc que je parlerai à la fin. Alors, ça, c'est un trou-trou. Un trou-pistrou, comme on dit. C'est un trou-pistrou. Alors, on va faire ça.